tes succès à toi vont faire que le cinéma va marcher. Il faut penser que c'est le succès de tout le monde. Voici le dernier moment de Lino Ventura. Un matin d'octobre 1987, dans sa maison paisible de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris, il s'est effondré sans bruit, emporté par un infarctus foudroyant. Aucun cri, aucun appel médiatisé, aucun dernier mot enregistré. Simplement le silence, dans une pièce baignée de lumière automnale, où un homme s'est éteint comme il avait toujours vécu, dignement, dans la retenue, loin des projecteurs. Ce jour-là, la France a perdu bien plus qu'un acteur. Elle a perdu un repère, et pourtant, elle ne s'en est pas aperçue. Il n'y eut ni hommage national, ni cérémonie officielle, ni minute de silence sur les plateaux de télévision. Le nom de Lino Ventura fut mentionné dans la presse, bien sûr, mais pas célébré comme il aurait dû l'être, pas élevé à la hauteur de ce qu'il représentait. Et c'est là que commence le vrai mystère. Comment un homme qui a incarné, pendant près de 30 ans, l'autorité morale, la justice, la fidélité, a-t-il pu disparaître dans une forme d'indifférence institutionnelle? Pourquoi l'un des visages les plus marquants du cinéma français du XXe siècle est-il parti sans fanfare, sans drapeau, sans reconnaissance publique? Et si l'on vous disait que ce n'était pas un oubli, mais presque une gêne? Car Lino Ventura n'était pas un acteur comme les autres. Il ne faisait pas partie du sérail. Il refusait les Césars, les interviews, les couvertures de magazines. Il ne se laissait jamais maquiller, ne parlait jamais de lui, ne cultivait aucune légende personnelle. Il ne voulait ni prix, ni médaille, ni lumière. Il voulait qu'on le laisse tranquille. C'est ce qu'il avait exigé toute sa vie, et c'est ce qu'il a obtenu à sa mort. Mais cette discrétion, si noble soit-elle, a laissé un vide, un silence qui dérange. Comme si la France ne savait plus quoi faire d'un homme qui n'avait rien demandé. Et si, paradoxalement, ce silence était la clé de tout? Dans cet épisode, nous allons remonter le fil de cette trajectoire unique. De l'enfance difficile d'un petit Italien immigré à Paris jusqu'aux plus grandes scènes du cinéma européen. De ses combats personnels, loin des caméras, jusqu'à son retrait progressif face à une industrie qu'il ne comprenait plus. Car derrière l'icône virile et inébranlable, il y avait un père brisé, un époux discret, un homme qui portait en silence la douleur d'un monde qui oublie vite, et peut être aussi un homme qui n'a jamais vraiment été accepté, ni par les institutions françaises, ni par leur canon culturel. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas une simple biographie. C'est l'histoire d'un malentendu, celle d'un acteur qui a tout donné à un pays qui ne l'a jamais officiellement adopté, d'un citoyen italien qui a refusé de devenir français par fidélité à ses racines, mais qui a incarné mieux que quiconque une certaine idée de la France, d'un géant qui n'a jamais levé la voix et que l'on a fini par ne plus entendre. Dans une époque où l'on célèbre le bruit, les buzz, les scandales et les coups d'éclat, Ventura représente l'exact contraire. Une présence solide, une parole rare, un regard franc. Un homme qui ne jouait pas à être quelqu'un d'autre, mais qui mettait tout son être au service de rôles justes, puissants, intègres. Et c'est peu. Être là que réside le vrai drame. Ventura n'était pas assez spectaculaire pour survivre au bruit, pas assez docile pour être récupéré, pas assez flexible pour rester dans l'image. Alors aujourd'hui, nous vous invitons à rouvrir ce dossier oublié, à écouter, une dernière fois, l'histoire d'un homme que la France a tant aimé, sans jamais vraiment le reconnaître. Car certains silences, aussi purs soient-ils, méritent d'être rompus. Voici le dernier instant de Lino Ventura, et voici ce qu'on ne vous a jamais raconté. Il y a des visages que l'on n'oublie pas, des voix qui s'impriment dans la mémoire collective, des présences qui imposent le respect, avant même le premier mot. Lino Ventura appartenait à cette caste d'hommes rares, dont la simple silhouette suffisait à créer une tension, une attente, une profondeur. Ce n'était pas un acteur de composition, ni un histrion. Il était tout simplement une figure. L'incarnation d'un certain idéal masculin français, droit, taiseux, fidèle à ses principes. Pourtant, cet homme-là n'était pas né en France. Il venait d'ailleurs,
Le 14 juillet 1919, une date que la République aurait pu revendiquer comme un clin d'œil du destin, Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura naît à Parme, dans la région d'Émilie-Romagne, au nord de l'Italie. Très tôt, sa vie prend des allures de roman social. Son père quitte le foyer familial alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Sa mère, Luisa Borini, décide alors d'émigrer à Paris avec lui, en quête d'une vie meilleure. Le petit Lino découvre la France dans les quartiers modestes de Montreuil, puis de Paris. Il ne parle pas la langue, il ne comprend pas les codes, mais il apprend vite, très vite. Comme beaucoup d'enfants d'immigrés de l'époque, il quitte l'école tôt pour travailler. Il devient porteur, livreur, coursier, comptable. Il enchaîne les petits boulots avec la rage de s'en sortir. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est le sport, le combat, la lutte. Son corps se façonne dans l'effort. Il devient lutteur professionnel, puis champion d'Europe de lutte gréco-romaine dans la catégorie des poids moyens. C'est là, sur les tapis de compétition, qu'il forge cette allure de roc, cette carrure de gladiateur, qui ne le quittera plus. Mais le destin, une fois encore, décide pour lui. Une grave blessure met un terme brutal à sa carrière sportive. C'est alors qu'un autre chemin s'ouvre, presque par accident. En 1953, le réalisateur Jacques Becker cherche un acteur au physique impressionnant pour jouer un truand dans Touchez pas au Grisby face à Jean Gabin. On lui parle de Ventura. Ce dernier accepte, à contre-cœur. Il ne croit pas au cinéma, il ne se pense pas acteur. Et pourtant, dès sa première scène, quelque chose se passe. Il ne joue pas, il habite. Il ne surjoue pas, il impose. Il n'a pas besoin de mots. Son regard suffit. Le succès est immédiat. Le film devient culte. Et Ventura, sans l'avoir voulu, entre dans la légende. Très vite, il enchaîne les rôles marquants. Le deuxième souffle, Classe tous risques. Les Tontons flingueurs, L'armée des ombres, Garde à vue. Chacun de ces films révèle une facette d'un même personnage. L'homme droit dans un monde tordu. Flic, truand, résistant, Père Ventura n'a pas besoin de changer de registre. C'est toujours lui, mais chaque fois, il approfondit la nuance, il creuse la faille, il ajoute une couche d'humanité à cette figure du dur au cœur tendre. Ce qui fascine, c'est que Ventura n'a jamais cherché à être aimé. Il n'a jamais souri pour séduire, jamais ri pour plaire. Il était pudique, presque sauvage. Il refusait les interviews, les photos, les soirées mondaines. Il fuyait la presse comme on fuit la peste. Il ne voulait pas parler de lui, ni se raconter. Il estimait que ses films parlaient suffisamment. Et il parlait fort. Le public, lui, ne s'y trompait pas. Il voyait en lui un homme vrai. Un homme qui ne trichait pas. Un homme comme on n'en fait plus. Dans les années 60 et 70, Ventura devient l'un des acteurs les plus populaires de France. Il tourne avec les plus grands. Claude Sautet, Jean-Pierre Melville, Henri Verneuil, Georges Lautner. Il traverse les genres du polar à la comédie, du drame à la fresque historique, sans jamais se compromettre. Il impose un style, sobre, tendu, habité. Il devient une référence, un repère, une légende vivante. Et pourtant, malgré cette reconnaissance massive, il garde ses distances. Il ne veut pas des honneurs. Il refuse d'être décoré. Il dit non au César, non aux Légions d'honneur, non aux titres ronflants. Ce n'est pas de la provocation, c'est de la cohérence. Il se méfie des institutions comme des paillettes. Il estime que son rôle n'est pas d'être célébré, mais de rester fidèle à lui-même. Dans l'imaginaire collectif, Ventura devient ainsi une sorte de figure paternelle, un homme solide, fiable, digne, un homme qui protège, mais ne se plaint jamais, un homme qui encaisse sans broncher, un homme qui ne pleure pas devant la caméra, mais qui fait pleurer sans un mot. Il devient, malgré lui, le symbole d'un monde en voie de disparition, d'une France plus rude, plus austère, mais aussi plus sincère. Ce contraste entre l'immense popularité et le retrait personnel va nourrir toute la complexité de son image. Ventura, c'est la star qui ne veut pas l'être, le héros qui refuse les médailles, le monument qui n'a jamais été officiellement reconnu par l'État. Un paradoxe vivant que la suite de notre récit va rendre encore plus poignant. Tout au long des années 70,
Lino Ventura règne sur le cinéma français. Il est partout. Chaque film qu'il touche devient un succès, une référence, un miroir tendu à la société. Pourtant, à la différence des autres stars de son temps, il ne cherche pas à exister en dehors de l'écran. Pas de publicité, pas de photos volées en vacances, pas de petites phrases pour faire la une des journaux. Il refuse l'idée même de célébrité. Ce mot l'agace. Pour lui, il y a le travail et le reste. Et le reste ne l'intéresse pas. Mais cette intégrité absolue, ce refus systématique du système, commence à le placer peu à peu en marge d'un monde qui change. Le cinéma devient plus politique, plus introspectif, plus intellectuel. Les nouveaux réalisateurs veulent des visages malléables, des émotions complexes, des ambiguïtés psychologiques. Ventura, lui, continue d'incarner la droiture, la verticalité, le bloc moral. Cela plaît encore au public, mais les producteurs commencent à douter. Certains le trouvent rigide, d'autres le jugent dépassé. On lui propose moins de rôles. Il les refuse presque tous. L'élément déclencheur de cette rupture silencieuse, c'est être son refus catégorique d'entrer dans l'institution. Il dit non à la nationalité française, malgré toutes les sollicitations. Non pas par rejet, mais par fidélité à ses racines. On ne change pas de mère, disait-il. Il est né italien, il mourra italien. Un choix respectable, mais difficile à comprendre dans une France qui aime tant sacraliser ses figures. Comment célébrer un homme qui refuse les décorations? Comment ériger une statue à quelqu'un qui ne veut pas de piédestal? Ce choix, aussi noble soit-il, devient un problème pour l'institution culturelle française. On admire Ventura, mais on ne sait pas où le mettre. Au début des années 80, le fossé se creuse. Les jeunes critiques le snobent. La télévision l'oublie peu à peu. Les Césars tentent de lui rendre hommage. Il décline, encore une fois, pas par mépris, mais par cohérence. Je n'ai jamais joué pour avoir des prix, lâcheté-il un jour à un journaliste. Il se retire doucement du paysage, il tourne moins, il lit beaucoup. Il se consacre presque entièrement à son association Perce-Neige, fondée pour venir en aide aux enfants handicapés, en hommage à sa fille Linda. C'est là qu'il met toute son énergie, tout son cœur, tout son argent, loin des caméras. Mais ce retrait progressif, volontaire, est interprété comme une disparition. Dans les médias, on parle de lui au passé. On évoque l'icône Ventura comme un monument figé. Certains vont jusqu'à dire qu'il s'est coupé du monde. D'autres l'accusent d'avoir trop refusé, trop fermé la porte. Lui ne répond pas. Il n'a jamais su se justifier. Il préfère le silence à l'explication. Mais ce silence-là, peu à peu, devient un mur. Et puis il y a ce dernier rôle, en 1982, dans Les Misérables, où il incarne Jean Valjean avec une intensité bouleversante. Un homme traqué, brisé, mais profondément humain. Beaucoup y voient une forme de testament artistique. Ventura y est magistral, plus vulnérable que jamais. Le public applaudit, la critique salue, mais lui ne dit rien. Il sait que la fin approche. Pendant les 5 années qui suivent, il disparaît presque totalement. Quelques rares apparitions publiques, quelques interviews refusées. Il vit à Saint-Cloud, dans une maison discrète, entouré des siens. Il lit, il jardine, il s'occupe de sa fondation. Le cinéma ne le fait plus rêver. Je ne me reconnais plus dans ce que je vois. Aurait-il confié à un ami? Il regarde le monde s'agiter sans lui. Et cela lui va très bien. Et puis vient ce 22 octobre, en 1987. Il a 68 ans. Ce matin-là, il se sent fatigué. Il s'allonge et ne se relève plus. Un infarctus. Brutal. Définitif. Pas de transfert à l'hôpital. Pas d'intervention spectaculaire. Il meurt chez lui, comme il l'avait toujours voulu. En paix, en silence. La nouvelle fait la une des journaux, mais pas longtemps. Aucun hommage national. Aucun discours officiel. Aucun drapeau en berne. Lino Ventura, l'homme que des millions de Français avaient adopté sans qu'il soit citoyen, s'éteint sans que la République ne s'incline. Une cérémonie intime est organisée. Quelques proches. Pas de caméra, pas de fleurs géantes, pas d'éloge en direct.
À sa demande, tout est discret. Mais ce silence-là, cette fois, résonne autrement. Il y a quelque chose de troublant dans ce vide. Comme si, en refusant toujours d'être mis en lumière, Ventura avait fini par disparaître de la scène collective. Pas du cœur des gens, non, mais de la mémoire officielle. Pas de rue à son nom, pas de statue, pas de musée, quelques rediffusions nocturnes. Et c'est tout. Pour un homme qui a porté, pendant 3 décennies, une certaine idée de la France, c'est peu. Trop peu. Et c'est là, peut-être, que l'histoire bascule. Car cette fin, aussi digne soit-elle, interroge, elle dérange. Elle questionne notre rapport aux figures discrètes, aux héros silencieux, à ceux qui ne demandent rien. Que faisons-nous de ceux qui ne réclament pas? Les oubliés ont par facilité, par gêne, par lâcheté. Le dernier instant de Lino Ventura n'est pas une simple disparition. C'est le reflet d'un malentendu plus large, entre l'individu et l'institution, entre la grandeur et la reconnaissance, entre la fidélité et la mémoire. Il y a des hommes que le silence entoure comme une seconde peau. Chez Lino Ventura, ce silence n'était pas une fuite, c'était un choix, une façon d'être au monde, une pudeur, presque une armure. Mais même les armures les plus solides finissent par se fissurer. Et ce que l'on découvre derrière la silhouette du géant, c'est un homme profondément seul, usé par les combats qu'il a menés, souvent sans alliés. Pendant des années, Ventura a porté une douleur invisible qui n'avait rien à voir avec le cinéma. Une douleur intime, familiale, indélébile. Celle de voir sa fille Linda, atteinte de handicap mental sévère, grandir dans une société peu préparée à accueillir la différence. À l'époque, dans les années 50 et 60, les enfants comme elle étaient souvent cachés, institutionnalisés, oubliés. Lui a refusé cela. Il a décidé de se battre, pas en criant, pas en manifestant, mais en construisant, en créant des structures, en donnant son nom, son temps, son argent à une cause que peu osaient porter. En 1966, il fonde la fondation Perce-Neige. Au début, peu de gens comprennent. Pourquoi un acteur au sommet de sa gloire s'engage-t-il dans un combat aussi difficile, aussi ingrat? Ventura ne cherche pas à convaincre. Il agit, il finance des centres spécialisés, visite personnellement les familles, s'entoure de médecins, de psychologues, de bénévoles. Il refuse les aides publiques s'il les juge insuffisantes ou conditionnées. Il veut que les enfants soient traités avec dignité, pas comme des fardeaux. Il ne le dit pas souvent, mais chaque mot qu'il prononce à ce sujet tremble d'émotions contenues. On n'imagine pas ce que c'est, tant qu'on ne le vit pas, murmure-t-il un jour, les yeux baissés. Mais cette implication totale a un prix. Elle l'éloigne encore plus du monde du cinéma. Certains collègues ne comprennent pas, d'autres s'en moquent discrètement. Quelques critiques le jugent mélodramatique, déconnecté. Ventura encaisse, comme toujours. Il ne répond pas, il continue. Il se bat, non pour sa réputation, mais pour sa fille, pour tous ceux qui n'ont pas de voix. Dans les coulisses, pourtant, une forme d'amertume s'installe. Lui qui a tant donné au cinéma français commence à se sentir rejeté, oublié, mal compris. Il confie à un ami proche. On t'aime tant que tu rapportes. Après, tu n'existes plus. Cette phrase, prononcée à voix basse, contient tout. La lucidité, la lassitude et une blessure profonde. Ventura n'a jamais demandé la gloire, mais il espérait, peut-être, une forme de reconnaissance sincère. Pas des médailles, pas des discours, juste un regard franc, un merci. Il ne viendra jamais. Un autre détail révèle ce malaise. Son silence total vis-à-vis des grands événements publics. Il n'apparaît dans aucune commémoration, n'assiste à aucune soirée d'hommage. Lorsqu'on lui propose un prix honorifique, il décline systématiquement. Certains y voient de l'orgueil, d'autres, une forme d'humilité extrême. En réalité, c'est un mélange des deux. Ventura ne supporte pas les faux-semblants. Il préfère l'ombre à la lumière trafiquée. Il ne veut pas jouer un rôle de plus, même en civil. Ce positionnement radical le marginalise de plus en plus.
Dans les dernières années de sa vie, peu de cinéastes viennent frapper à sa porte. Peu de médias lui tendent un micro. Il devient une légende vivante, que personne n'écoute. Ce paradoxe le hante. Il voit ses anciens partenaires être encensés, célébrés, invités sur les plateaux. Lui reste chez lui, à Saint-Cloud, entre son jardin et ses livres. Il regarde, de loin, la société s'agiter sans lui, et quelque chose se ferme en lui. Il y a une scène poignante, racontée par un technicien du cinéma qu'il avait croisé lors d'une projection privée. Ventura, assis au fond de la salle, regarde son propre film, Garde à vue. À la fin, alors que les autres applaudissent, il ne bouge pas. Il reste immobile, le regard perdu. Quelqu'un lui demande ce qu'il pense du film. Il répond simplement « C'était bien, mais je suis fatigué de me voir ». Cette phrase, dite sans rancœur, résume tout. Ventura ne supporte plus son image. Il ne croit plus au miroir qu'on lui tend. Il sent que le monde a changé et que lui n'a pas su ou voulu suivre. Son entourage le décrit alors comme plus mélancolique, plus dur aussi. Il parle peu, il s'emporte parfois, surtout contre l'hypocrisie, contre les honneurs distribués à ceux qui ne les méritent pas, contre la société qui oublie vite. Il n'en veut pas vraiment, mais il en souffre. C'est un homme droit dans un monde tordu, et cette droiture-là, dans un système où tout se négocie, finit par peser. Et puis, il y a cette photo. Une image oubliée, prise par un photographe amateur, quelques semaines avant sa mort. On y voit Ventura dans son jardin, un livre à la main, assis sur un banc de pierre. Son regard est grave, pas triste, mais lointain, comme s'il regardait déjà ailleurs. Cette image, jamais publiée à l'époque, circule aujourd'hui sur quelques forums de passionnés. Et ceux qui la découvrent sont frappés par sa simplicité. Rien de dramatique, rien d'artificiel, juste un homme fatigué, qui attend quelque chose, ou qui n'attend plus rien. Cette image-là, vaut tous les discours, car elle dit ce que les mots n'osent pas. Ventura est parti dans une forme de solitude digne, mais douloureuse. Il ne s'est plaint de rien, il n'a accusé personne, mais il savait, au fond de lui, qu'il avait été mis de côté, non pas par les spectateurs, qu'il aimait toujours, mais par un système qui ne sait plus quoi faire des hommes trop entiers. L'histoire de Lino Ventura laisse un goût étrange, un mélange d'admiration profonde et d'inconfort. Comment un homme aussi aimé du public, aussi présent dans l'inconscient collectif, a-t-il pu disparaître sans hommage national, sans reconnaissance officielle, sans mémoire partagée? Ce n'est pas une simple omission. C'est une dissonance, une faille entre ce que représente un homme et la manière dont une société choisit, ou non, de l'honorer. Ventura, c'était tout sauf un homme du système. Il refusait les règles du jeu. Il n'entrait dans aucun moule, ni mondain, ni carriériste, ni consensuel. Il ne cherchait pas à briller, à séduire, à plaire. Il voulait seulement être utile, juste, cohérent. Et est-ce là que réside le problème. Notre époque, même dans les années 80, a déjà du mal à supporter ceux qui ne veulent pas s'exposer. On célèbre le spectaculaire, le bruyant, le flamboyant. Mais que fait-on de ceux qui vivent dans la retenue? On les respecte, oui, mais souvent, on les oublie. Le cas de Lino Ventura est emblématique de cette logique. Un acteur incontournable, mais pas assez spectaculaire pour être récupérable. Un homme droit, mais pas assez docile pour devenir une icône officielle. Un géant discret, qu'on admire à voix basse, mais qu'on ne cite pas dans les panthéons républicains. Il a refusé les honneurs, on l'a pris au mot. Et est cela la plus grande injustice, avoir respecté sa volonté, au point de l'effacer. Mais ce choix, était-ce vraiment le sien? Oui. Ventura ne voulait pas de cérémonie, pas de décoration. Mais voulait-il pour autant disparaître? Voulait-il vraiment que son combat pour les enfants handicapés tombe dans l'oubli? Que ses rôles les plus bouleversants ne soient plus que des rediffusions nocturnes? Il ne l'a jamais dit. Et c'est précisément ce silence qui nous oblige à réfléchir, car il interroge notre rapport à la mémoire, à la gratitude, à l'héritage. La vérité
c'est que Lino Ventura a incarné quelque chose de rare, une forme de virilité éthique, une masculinité qui ne s'exprime ni par la violence, ni par la domination, mais par la protection, la droiture, la fidélité. Il a été, à sa manière, un repère moral, une figure rassurante, dans un monde en perpétuel déséquilibre. Et aujourd'hui, alors que les repères s'effacent, que les figures stables se font rares, son absence se fait cruellement sentir. Alors oui, il est être temps de rouvrir le dossier Ventura, de le remettre à sa juste place, pas sur un piédestal qu'il aurait refusé, non, mais dans le cœur vivant de la mémoire française, pas comme une statue, mais comme une trace, une empreinte, un modèle. Car certains hommes méritent qu'on parle d'eux, même s'ils ont toujours refusé de parler d'eux-mêmes. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce destin aurait-il pu être différent? La fidélité à soi-même est-elle une force ou un piège? Ventura a-t-il été oublié par respect ou par confort? Et finalement, la mémoire collective sait-elle encore reconnaître les silences essentiels? Certains adieux ne font pas de bruit. Ils ne passent pas à la télévision. Ils ne remplissent pas les cathédrales. Ils ne font pas trembler les foules. Ils s'écrivent à voix basse, dans le sillage d'un homme qui n'a jamais voulu être acclamé. Lino Ventura est parti comme il a vécu, sans éclat, sans mise en scène, mais avec une forme de grandeur muette qui force le respect. Dans sa maison de Saint-Cloud, un matin d'octobre, il a fermé les yeux pour la dernière fois. Pas de discours, pas de caméra, pas de rideau qui tombe, juste une page qui se tourne. Une de ces pages qu'on ne relit que plus tard, quand on comprend qu'on a oublié de la marquer. Aujourd'hui, que reste-t-il de Lino Ventura? Quelques films, bien sûr, des chefs-d'œuvre pour certains, des rôles puissants, inoubliables, mais au-delà de l'image, il reste une sensation, celle d'un homme vrai, d'un homme qui n'a jamais triché, ni sur l'écran, ni dans la vie, d'un acteur qui ne jouait pas à être quelqu'un d'autre, mais qui mettait toute sa vérité dans chaque silence, chaque regard, chaque respiration. Il nous a montré qu'on pouvait être fort sans être violent, juste sans être dogmatique, engagé sans faire de bruit. Il a incarné une forme de droiture presque désuète, un bloc d'humanité brute, sans effet. Il n'a jamais demandé qu'on l'aime. Et c'est peu, être pour cela qu'on l'aimait tant. Mais les temps changent. Et dans un monde qui va vite, qui oublie, qui survole, Lino Ventura est devenu une ombre noble, bienveillante, mais une ombre quand même. Il ne figure plus en bonne place dans les manuels, on ne cite plus son nom dans les cérémonies, son visage n'apparaît plus sur les murs des cinémathèques, comme si sa discrétion, devenue légendaire, l'avait lentement effacé de notre mémoire collective. Et pourtant, il suffit d'un plan, d'une réplique, d'un silence bien placé, et tout revient. Cette voix grave, ce regard perçant, cette présence qui rassure. Il suffit de revoir une scène de garde à vue ou de l'Armée des Ombres, et soudain, on se souvient, pas seulement de l'acteur, mais de l'homme, de ce qu'il incarnait, de ce qu'il nous manque. Lino Ventura n'a jamais eu besoin d'adieux grandioses. Il n'a jamais demandé de statue, ni de minutes de silence. Mais aujourd'hui, est-il temps de lui accorder ce qu'il n'a jamais réclamé? Un espace dans notre mémoire, une pensée, une reconnaissance, pas pour flatter sa légende, mais pour honorer sa fidélité, car certains adieux sont devenus invisibles. Jusqu'à ce qu'on les raconte enfin.